Dans nos entretiens, on parle beaucoup de ce que les gens peuvent rencontrer en thérapie, mais plus globalement, le projet dont on parle, c'est de devenir humain. Et on souligne souvent l'importance de la rencontre, ou en tout cas de l'altérité, de la rencontre avec l'altérité, qui est essentielle au projet de devenir humain. Et souvent, c'est quelque chose qu'on aborde plutôt de façon positive. Et là, ce que j'aimerais bien qu'on explore ensemble, c'est la façon dont le mal peut aussi se glisser dans les relations qu'on a aux autres, et comment est-ce que on peut non seulement le percevoir, mais y faire face. Gloops. Je réfléchis en t'écoutant rapidement, finalement, est-ce que le mal s'exprime ailleurs que dans les relations? Là, comme ça, tout de suite, spontanément, je dirais que non. Je crois qu'il cherche toujours un espace entre deux pour s'infiltrer. Et c'est vrai que c'est souvent notre aveuglement, notre capacité à ne pas vouloir voir quelque chose qu'on ne peut pas croire, par exemple, qui fait qu'il peut s'installer, se tapir là comme une sorte d'animal, enfin c'est injuste pour les animaux, mais en tout cas d'entité adverse, quelque chose qui s'oppose, qui est contre, qui empêche la circulation de l'information bien sûr, mais aussi d'une énergie saine, d'une prise de contact de l'un et de l'autre. Le mal est toujours un obstacle. Alors est-ce que l'obstacle peut venir ailleurs que dans la relation? Moi j'ai l'impression qu'il vient parfois de loin, dans le sens où il vient d'une mémoire, il vient par nos cellules, par une mémoire cellulaire, par quelque chose qui est aussi inscrit dans notre mémoire psychique, peut-être en tant qu'âme. Ça, je ne sais pas très bien. Mais je ne vois pas que le mal surgisse ex nihilo. Après, si on parle du mal, on pose aussi finalement la question de comment se garantir que le mal n'est pas à l'œuvre. Et ça poserait peut-être plus la question de l'innocence. Est-ce que l'innocence existe? Est-ce que le mal est toujours là comme une potentialité qui pourrait s'exprimer? Moi, j'ai quand même l'impression qu'a priori, nous sommes plutôt naturellement destinés à ne pas faire le mal, que la volonté expresse de faire le mal est plutôt l'exception. Et notre capacité à être complice du mal, c'est-à-dire à le laisser passer faute de discernement, de vigilance, de courage, de capacité d'engagement, ça aussi, ça prend beaucoup de place. La plupart des enfants qui viennent au monde me donnent l'impression qu'ils n'ont pas de projet maléfique. Mais cependant, le temps passant et les influences de la famille, du groupe, de la société, de l'école aussi, etc., s'accentuant, on fait des erreurs, on se trompe, on pêche. C'est-à-dire on passe à côté de la cible. Et l'éducation, dans le meilleur des cas, nous enseigne à rectifier notre tir, notre position, notre posture, nos actes, notre réflexion, pour revenir à cet état originel, non pas d'ignorance, mais d'innocence, c'est-à-dire l'endroit où vraiment on ne veut pas faire le mal. En principe, c'est ce que l'éducation devrait nous garantir. Est-ce qu'il faut comprendre alors que la façon dont tu définirais l'innocence, c'est la volonté de ne pas faire le mal? Ou est-ce que c'est plus large que ça? Je ne suis pas sûre d'être capable de donner une réponse absolue à cette question. C'est-à-dire, je vois que l'innocence, c'est un refus de faire le mal, mais c'est parfois aussi une méconnaissance du fait que le mal existe. Là-dessus, la frontière me paraît fragile. Je ne suis pas sûre qu'on soit délibérément toujours tourné vers le refus du mal, puisqu'on est capable d'y collaborer, puisqu'on est capable de refouler. C'est peut-être plus des questions de plan, c'est-à-dire comme si dans l'âme, on n'avait pas le désir de faire le mal, et dans le corps, à partir du moment où on s'incarne, on a la liberté de refouler pour ne pas souffrir, et du coup, on participe. On devient complice.
C'est-à-dire qu'on est d'abord victime, et que de victime on devient complice, et parfois on prend même la décision de passer plutôt du côté des bourreaux. Je trouve ça intéressant que tu décides d'inviter l'innocence dans cet entretien, parce que ça me fait presque penser à une espèce en voie de disparition. Et y compris lorsqu'on pense en termes d'héritage et de mémoire, et aussi la responsabilité que l'on a de devenir humain. On peut se dire c'est presque impossible d'être innocent. Est-ce que c'est quelque chose comme si on en avait un souvenir et qu'on essaie de tendre vers cette innocence en sachant bien que être et devenir humain, ça implique peut-être de ne jamais totalement y parvenir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. À certains égards, l'expérience vient forcément contredire l'innocence. Si on arrive vierge de tout désir mauvais dans ce monde, un jour ou l'autre, on va, je sais pas quoi, voler la gomme du copain à l'école parce qu'il nous a fait du mal, ou faire un croche-patte à quelqu'un, ou trahir un collègue, ou tromper son compagnon ou sa compagne. Enfin, on peut tous faire des erreurs, bien sûr. Je ne crois pas que le péché soit là, que la faute soit là. Je pense que l'erreur, ce serait de considérer que nos manquements n'ont pas d'incidence. Et vraiment revenir sur soi, cette notion de repentir, de revenir sur ce qu'on a fait, cette fois, de le voir là encore comme un acte, d'en assumer la responsabilité. C'est tout ce qui importe. Ça ne contredit pas l'innocence. Et comme tu dis, si l'innocence est un projet initial, d'une façon ou d'une autre, il a à se frotter aux réalités d'expérience de la vie terrestre et puis des autres, parce que ça fait partie du processus, tout simplement. Ça me rappelle mon chat quand il était petit, et qu'il avait toujours une vie très protégée, disons, il n'avait jamais eu mal. Puis un jour, à la suite d'un petit incident, il s'est fait mal à une patte, et j'ai vu sa surprise, son étonnement que ça existe. Il y a quelque chose comme ça qu'on peut voir aussi chez des jeunes enfants, n'importe. Mais il y a une sorte de vertige qui s'ouvre « Ah bon, mais il peut y avoir ça dans la vie ?» Oui, c'est l'expérience. C'est comme quand on se rend compte qu'on peut être trahi, abusé, etc. C'est d'abord une douleur de cœur. Mais comme tu le dis, il y a le projet de l'âme de pouvoir continuer à persévérer dans le droit chemin, même si on passe par beaucoup de méandres. Donc c'est drôle parce qu'en fait, si on revient à ma question du début, comment est-ce que le mal peut s'exprimer dans nos relations, finalement, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce que j'arrive à essayer de préserver ou de tendre vers une forme d'innocence et donc reconnaître le mal, mais reconnaître aussi que j'ai le choix de ne pas collaborer ou l'ignorer. Comment avoir un cœur d'or, comme on dit d'un enfant, n'importe, ou d'une personne qu'elle a un cœur d'or. Alors ça évoque quelque chose de précieux, mais ça évoque aussi l'absence de corruption. L'or, c'est le seul métal qui ne corrompt pas et qui n'est pas corrompu. C'est-à-dire vraiment comme si on disait garder notre capacité à avoir foi dans notre projet d'humain, alors même que nous sommes confrontés à ce qu'il y a de plus inhumain. Et ça peut prendre parfois, bien sûr, des proportions terribles, mais continuer, comme tu l'as dit, à avoir foi dans ce projet d'humanisation qui se fait en nous. C'est-à-dire aussi longtemps qu'on ne renonce pas, l'innocence perdure. Je crois que cette image du cœur d'or est un beau point final pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés sur un sujet pas forcément très funky, mais qu'on espère utile. Dites-nous. On vous lit toujours avec plaisir et on vous dit à très bientôt.